My, épisode 10. Hello tout le monde, bienvenue sur mon podcast pour ce 10e épisode. Déjà 10, ça y est, 10e bougie de souffle. Non, 10e édition en tout cas, qui vous est proposée. Et je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude parce que voilà, je vous le redis, c'est à chaque fois venir vous partager mes petites créations, ce qui me préoccupe en ce moment au niveau loisirs créatifs, ce qui m'inspire. Ça me fait super plaisir déjà de le faire à peu près chaque mois. Et aussi après d'échanger avec vous, vous me partagez toujours des idées, des remarques, des trucs intéressants. J'ai découvert plein de techniques grâce à vous. J'ai aussi, avec certaines personnes, maintenant on se connaît un peu, on papote aussi d'autres choses, on se suit un peu plus de long, quoi. Donc, trop bien, que des rencontres intéressantes faites à travers ce podcast. Donc, merci pour tout ça. Merci aussi à celles et ceux qui se reconnaîtront, qui sont là depuis l'épisode 1 et qui à chaque fois, je les retrouve. Vraiment, Nicole, Agnès et tout, vraiment ça me fait super plaisir à chaque fois de vous lire. Donc merci de revenir à chaque fois et de prendre le temps de m'écrire. Je vous le dis par message, mais j'en profite aussi pour vous le dire en direct. Je suis super contente et ça me remplit de joie à chaque fois. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle Svetlana, j'ai 32 ans et j'habite à Grenoble avec mon compagnon et mes 2 chats. Et je tricote depuis 1 an et demi, non presque 2 ans. Je reviens régulièrement tous les mois vous partager mes avancées tricot, mais aussi un peu broderie, couture, crochet, d'autres loisirs que je fais, ou même les perles, d'autres loisirs que je fais un petit peu moins, mais que j'ai plaisir à venir vous partager. On va se retrouver pour un épisode un peu spécial, parce que à la fin de l'épisode, je vous ai prévu pour le 10e épisode, je dis prévu, mais en fait c'était pas prévu, vous allez voir. Mais pour le 10e épisode, il y a un petit concours où je vous fais gagner quelque chose à la fin. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour en savoir plus. Et avant cette surprise, on va parler de différentes choses. Côté des réalisations, moi depuis October, je suis tombée dans la marmite à chaussettes. Donc c'était un truc que je faisais pas trop avant, mais maintenant je fais et j'adore. Donc j'ai un projet fini à vous réaliser, un projet demi-fini aussi vous partager des progrès que j'ai fait aussi sur le tricot de chaussettes, des choses que j'ai compris et qui me bloquaient un peu avant et qui maintenant libérées de la chaussette. J'ai aussi un petit accessoire terminé qui est sympathique, un challenge de Clément Monsieur Knitting, donc le tire-laine auquel je vais participer et que je voulais vous raconter, mon séjour en Angleterre et les choses que j'ai ramenées d'ordre laineuse, et enfin le concours dont je vous parlerai aussi. On va commencer avec ce que je porte. C'est le Seaway, donc de Orlansu, que j'avais tricoté en Mota de Wool Dreamers à l'occasion d'un call qu'avait organisé en début de cette année en cours, l'Anae Tricot. Le principe, c'était justement de faire découvrir cette qualité de laine, la Mota, qui est une laine worsted, laine non superwash. Je ne sais jamais la différence laine rustique, laine vierge. Est-ce que ça veut dire la même chose ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, laine non superwash cardée et qui a un super rapport qualité-prix et des couleurs assez chouettes. Genre par exemple, c'est à peu près une laine compagnonne de la Gillette, mais elle est moins chère. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des jolies laines à un prix raisonnable. Et c'est pas de la drops non plus, mais en tout cas, le rapport qualité-prix, moi je le trouve assez bon, quoi. Et donc c'était une chouette découverte. Je vous ai parlé déjà du modèle, des détails de la laine, etc. dans un podcast que je vous mettrai là ou là du passé. Mais là, je pense, je ne vais pas revenir dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 1, j'adore ce pull, je le porte beaucoup, il est trop bien. Et je l'ai terminé en février, je crois. Et 2, je peux vous faire un retour sur la laine, justement, la longévité de la laine, parce que je le porte beaucoup. Et je suis très contente de sa longévité. Parce que même si elle bouloche un peu,
en fait, il faut savoir que je l'ai encore jamais rasée. Et c'est normal, les laines non superwash, peut-être même les autres fibres en fait, hein, mais de manière générale, je sais que pour les laines non superwash, c'est toujours une phase où elles rendent un peu certaines fibres qui sont un peu courtes, qui n'étaient pas bien emprisonnées dans le fil, etc. Et donc, il y a une phase un peu de mue, quasiment, qui est un peu normale, quoi. Donc, là, elle est au stade où elle rend, et elle rend pas trop. Je sais pas si vous voyez, mais moi, j'use pas mal le coude et le dessous de bras, là. Enfin, le dessous de bras, pas le littéral, pas celui-là, mais celui-là de dessous de bras, qui est que je frotte beaucoup. Je mets beaucoup mes coudes sur la table ou comme ça sur le canapé. Oui, et parfois, vous savez, on peut tricoter comme ça sur le canapé aussi. C'est pas, on a un peu mal au bras, mais c'est possible. Et je le fais de temps en temps. Et c'est pas très confortable, mais c'est vrai que je fais ça souvent. Mystère de l'être humain. Et donc voilà, et donc longévité, je suis très contente. Et en plus, les fois où je l'ai lavé, pas 15 000 fois, hein, depuis février, je l'ai lavé 2 fois. Et en fait, ce qui est intéressant avec toujours les laines non superwash, c'est qu'elles évoluent vachement. Et parce que forcément, généralement elles sont teintes dans un cône, je sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait, généralement, ils font plein d'étapes de traitement de la laine. Étape quasi finale, elle est sur son cône, quand elle est filée, elle a été retordue et tout, sur son cône. Et en fait, là, c'est un truc de folie. Après, ils les teignent via le cône. Alors, peut-être la motage, je sais pas s'ils font ça, parce qu'il y a plein de manières différentes de teindre dans la masse au début ou quand le fil est fait. Et sinon, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent dans le cône, ils le tournent autour et après, ils font passer la teinture sous haute pression à travers le cône pour teindre le fil. Et donc, en fait, la laine, elle est sur son cône, elle est très serrée, les teintures à haute pression, etc. Et donc, elle a besoin un peu de se détendre, quoi. Donc déjà, le tricot, etc., le premier blocage, ça lui permet de lui donner un peu de gonflant. On le voit tous et tous quand on met nos tricots à bloquer. Enfin, qu'on les met à l'eau instantanément, ça fait whoop. Et quand on attend les 10-20 minutes que toutes les bulles d'air soient sorties, là, vraiment, ça se déploie complètement, c'est trop bien. Et là, en fait, c'est un effet qui est au début, mais un effet qui continue, en fait, aussi au cours du temps. En tout cas, moi, j'ai l'impression, ce que j'observe, c'est qu'elle prend de plus en plus son ampleur, mais dans le bon sens, pas l'ampleur en mode taille, mais ampleur en mode qualité, beauté, etc. Surtout qu'avec les petites tresses comme ça, c'est sympa. Espèce de proto-tresse, quoi. Voilà, donc super expérience avec la Mota. Allez-y, les yeux fermés, c'est très simple. Et autre chose que je porte de fait main, c'est mes petites boucles d'oreilles que j'avais fait suite à un tutoriel de Pearl & Co que je vous mets en barre d'infos si vous avez envie de suivre. Alors, la marmite à chaussettes. La marmite à chaussettes, celle qui m'a mise dedans, c'est Lysandre. Lysandre Ourdin, avec son patron de l'automne Poussez-vous les glands, que j'ai fait en version renard. Et quand j'ai vu le modèle, j'ai eu un coup de cœur total. Alors, pas tellement sur l'ambiance automne, même si c'est le truc principal du patron, mais en fait sur le fait qu'il y ait une petite grille figurative ici, et bam, tous ces chevrons tout le long avec le talon contrastant et tout, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai eu envie de le faire dans 1000 couleurs. Et voilà, d'ailleurs c'était très long de choisir ces combos de couleurs chez Nana et Tricot. Et voilà. Et donc, ça y est, j'ai fait... La dernière fois que je vous avais vu, j'avais une chaussette quasi finie. Et là, j'ai les deux. D'ailleurs, hop, l'autre, elle est ici. Je l'ai déjà mise, hop, parce qu'en fait, j'ai déjà fait une première version de cet épisode. Mais j'ai foiré un truc et il n'y avait plus de batterie. Puis, bref, c'était pas bien. Voilà, je refais. Alors, le modèle, il est super sympa. Il se fait de la tige vers la pointe. On commence avec des petites côtes de 2 comme vous voyez ici. Après, elle nous prévoit un certain nombre d'augmentations parce que vous savez, le jacquard, ça resserre, enfin ça diminue vachement l'élasticité, donc il faut un peu plus de mou pour, par rapport à sa taille, être plus à l'aise. Donc, on a certain nombre d'augmentations. On fait la petite manche haut de tige en renard ou on a aussi l'option de faire des glands, un motif bien automnal qui est dans son patron. Il y a une autre grille si on veut. Et ensuite, hop, c'est le moment de faire les chevrons. Un talon, le talon il se fait avec un talon que je connaissais pas, que j'ai découvert à travers ce patron là, c'est le talon à diminution. Sachant qu'en plus, Lysandre, elle nous met dans le patron un tuto vidéo. Donc ça, c'est super sympa pour bien voir les détails. Parce qu'en plus, moi, à l'écrit, j'avais compris un truc qui n'était pas ça. Et heureusement que je suis allée voir la vidéo.
Donc allez-y, c'est vraiment super. Donc le patron est très clair, très bien expliqué. Et voilà, moi j'ai adoré le faire. D'ailleurs, j'ai pas eu du tout de syndrome de deuxième chaussette. J'ai fait la une pendant mon voyage en Angleterre. Aussitôt terminé, aussitôt la deuxième était remontée. Et j'ai continué voilà, sans lever la tête en mode jusqu'au bout. Donc ce qui est assez rare, parce que moi mes chaussettes elles ont généralement une même paire, elle a 6 mois de différence entre chacune de ses membres. Donc voilà. Au niveau de la facilité, est-ce que le motif se retient? Est-ce que c'est zéro cerveau? Si vous avez déjà fait du jacquard, ça va. Je pense que c'est vraiment tranquille. C'est juste que c'est tout le temps. Mais par contre, le motif, il se retient assez bien. Si on est attentif, je pense qu'on peut le retenir du premier coup. Moi, j'étais un peu lazy. Donc, j'ai un peu appris. À force de le faire, j'ai commencé à capter à peu près vers là, sur la première chaussette, comment ça se passait. Genre 3e, 4e répétition. Et après, même si parfois, il y a eu des trucs où en chemin, je passais au rang suivant, mon cerveau, je sais pas ce qu'il faisait. Et après, je me trouvais genre 2 rangs plus tard en mode, mais il y a un truc bizarre. Donc il y a un endroit d'ailleurs où j'ai un peu merdé. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est tellement prenant visuellement, ce patron, que, attends, en plus c'est sur celle-là, mais je pense qu'on peut même pas remarquer où est le raté. Parce que j'ai un peu d'effet, mais pas trop quand même. C'est vraiment sur une moitié de rang. Ah, c'est là, un petit peu, je pense. Vous voyez, les feuilles, elles sont un peu bizarres, là. Et bah, ça se voit pas. Ça, on aime. Quand les erreurs se voient pas du tout, même quand on les cherche, même quand on sait qu'elles sont là et qu'on les voit pas. Ça, j'adore. Donc voilà, donc les laines que j'ai utilisées pour faire ce modèle, c'est le blanc et le bleu, c'est du Jawol. Le blanc, c'est du Jawol Silk. Le bleu, du Jawol normal. C'est vraiment, les coloris, ils sortent super bien à la caméra. Donc ils ont toujours des noms. Je crois que sur la Jawol, c'est des chiffres, donc je ne saurais pas vous dire. Mais c'est vraiment le bleu ciel et le blanc le plus clair qu'ils ont. Sachant que moi j'aime beaucoup la silk, c'était vraiment la découverte de cette chaussette, c'est qu'en fait comme elle a un peu de soie, elle est un peu brillante et qu'elle est très très unie, ça fait une super toile de fond pour les laines de teinturière. Parce que là vous voyez, les renards, on peut vraiment apprécier, et encore plus en vrai, toutes les nuances, toute la subtilité de leur coloris, et ça leur donne un côté très très naturel. Donc ça c'est super. Je crois que Fille de Nuage, elle les avait utilisées aussi, de la Jawol Silk, pour sa chaussette café, et où la volute de café du coup était en laine de teinturière. C'était trop beau sur ce fond blanc, quoi. Mais à vérifier, c'est un souvenir un peu lointain que j'ai de son blog. Et voilà. Et donc là, le roux c'est un bouquet de mini que j'avais eu, qui était dans la base Aster de La Mielée, donc comme la miel, comme un miel, mais avec un E à la fin, c'est une marque espagnole. Et c'était le bouquet dans sa base Aster qui avait le coloris Sunset. Donc il y avait du jaune, orange, rose et rose un peu saumon. Et moi j'ai utilisé le roux comme ça, qui est très renard, quoi, tout indiqué pour tout ça. Et j'ai adoré ce patron. J'ai fait une erreur. J'ai fait une confusion de taille d'aiguille, mais en fait j'ai très bien fait de faire cette confusion parce que je me suis rendu compte d'un truc. Je pensais que je les avais fait en 2,5. Parce qu'en fait, comme moi j'ai une tension serrée pour les ouvrages de grande taille, donc des aiguilles 3, 3,5, 4, grande taille, pas des petites chaussettes quoi. Je pensais qu'il fallait que je respecte vachement la tension qui était recommandée dans le patron, pour pas faire trop serré, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des chaussettes trop serrées et pas passer le pied. Et donc j'avais tendance à faire plutôt en 2,5 mes chaussettes. J'avais prévu, surtout en jacquard, où j'ai déjà eu des gros problèmes avec ça, j'avais vraiment prévu de le faire en 2,5. Et pourtant j'ai regardé, j'ai cherché dans mes aiguilles, je les ai regardées une par une, et j'ai pris des aiguilles, j'ai regardé, je me suis dit oui, c'est bien de 25. Enfin oui voilà, c'est de 25, pardon. Je me suis dit c'est bien de 25, je les prends, mais c'était pas du tout de 25 que je cherchais, c'était 2,5. Et je me suis retrouvée à faire des chaussettes avec des mini aiguilles, de diamètre, et en fait c'était parfait. Parce que, voilà, ce que je vous montrais dans l'ancienne édition, que vous n'avez pas vu, donc ça vous fait une belle jambe. Ah, littéralement en plus. Voilà, c'est que c'est exactement ce qu'il fallait. Parce que je passe le talon,
j'ai la bonne tension, c'est-à-dire que c'est important quand même que la tension soit négative. Je crois qu'on recommande 10% par rapport au diamètre de ça là, la plus grande partie, la plus large de son pied, 10% de moins en circonférence. Donc il faut faire le petit calcul de sa tension et tout. Moi j'avais jamais pris le temps de mesurer sur des chaussettes. N'allez pas croire que je me sois embêtée à faire un carré en laine à chaussettes de 10 cm. Jamais de la vie. J'ai mesuré directement sur une chaussette combien je faisais. Et genre je faisais 3 mailles au centimètre, quoi, ce qui est assez gros. Donc je me suis dit, en fait j'ai une tension lâche. En fait j'ai une tension très lâche pour les petites circonférences. Et moi du coup je dois plutôt aller vers du 2,25, voire même peut-être du 2. Je sais pas. Je testerai à un moment donné, quelque chose comme ça. Et voilà, et là, parce qu'en fait, quand je regardais même le tissu, parce que comme je savais pas quelle était une tension idéale de tissu pour une chaussette, en fait, il faut que ce soit un peu quand même bien serré. Moi, quand je regardais mes chaussettes, je me disais, bah ouais, c'est comme mon pull, c'est très bien, quoi. Et non, il faut que ce soit un peu plus, comme quand on prend des aiguilles trop petites par rapport à la laine, il faut que ce soit un peu plus, pas de trop non plus, mais un peu serré, que le tissu soit bien dense, quoi, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et donc, j'avais des chaussettes qui retombaient. Et donc là, merci Lysandre, merci mon étourderie pour, grâce à cette chaussette jacquard, m'avoir permis de me rendre compte que j'avais un souci de tension avec mes chaussettes. C'est pour ça que j'aimais pas mes chaussettes que je faisais, que je les mettais dans mes baskets. Je me disais, en fait ça me fait comme des guêtres qui tombent et voilà. Et puis comme je voyais plein de gens se plaindre du même problème, je me disais, voilà, c'est la nature, c'est comme ça, on n'est pas tous faits pour porter des chaussettes tricotées et tout. Et non, en fait, c'est pas la nature, il faut un peu juste réfléchir 2 secondes, Svetlana, à ce problème pour lui trouver une solution. Et voilà, et grâce justement à plein de podcasts, plein de vidéos, j'ai pu comprendre un petit peu mieux le monde de la chaussette. Et donc c'est très cool, j'étais très contente de cette découverte. D'ailleurs, ça nous permet de faire la transition avec le projet suivant. Donc le projet suivant, ça va être une chaussette inventée par moi. Mais inventée avec une forte impression, peut-être, je vous laisse regarder ce style un petit peu, une forte inspiration qui est celle de Summerlee Design, qui a une chaîne YouTube et qui est l'autrice du best-seller, mais en anglais, qui est The Sock Project. Et donc Summerlee, en fait au départ je l'ai découverte, j'avais vu le livre de Sock Project et je l'avais feuilleté, j'ai même feuilleté en Angleterre, c'était avant l'obsession chaussettes. Je l'ai feuilleté et je me suis dit, oh bah c'est des patrons plutôt simples, j'avoue je saurais les refaire, genre le melon de la nana qui n'arrive même pas à faire une chaussette qui lui va, quoi, mais qui regarde un livre de quelqu'un d'autre et qui se dit, ah bah oui, bah ça je peux tout à fait le faire, hein, donc bon, super bonne appréciation de ses propres capacités, Svet, mais de toute façon c'est normal, moins on en sait, plus on croit savoir, donc là en l'occurrence j'étais au degré de la chaussette et là je me dis bah oui je sais tout à fait faire ça. Et en fait maintenant je l'ai relu avec un peu plus de recul, je me suis dit, ah mais c'est trop bien ce livre, donc voilà. On m'a dit que j'allais le recevoir pour mon anniversaire, donc j'ai trop hâte, vivement. Mais en attendant, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur une de ces vidéos parce que je regardais, je voulais voir un truc par rapport à la tension, la taille, etc. Et en fait, sa vidéo, c'était la mieux référencée. Donc je suis rentrée dedans et en fait, j'ai vu que ces chaussettes basiques, elles avaient un style super sympa, vraiment vachement peps et tout, avec des contrastes dans tous les sens. Elle fait toujours un mix un peu rigolo, elle prend des coloris super fluo, elle va mettre un neutre avec, et ça va super bien ensemble, c'est-à-dire que le neutre n'est pas éteint, et il a quand même un chouette contraste avec le fond, c'est trop sympa. Donc j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, j'ai commencé par ce premier truc qui était vraiment juste un truc technique, et après j'ai regardé beaucoup de vidéos elle. Et où justement à un moment donné elle faisait un design de chaussettes où en fait elle faisait une double truc comme ça et après voilà, elle choisissait une laine, etc. Enfin bref, elle nous emmenait dans sa réflexion créative et moi je suis sortie de cette vidéo, mais alors là j'étais inspirée, quoi. J'avais l'ampoule allumée au-dessus de la tête et de la créativité, enfin, l'ampoule toute seule, pas du plafonnier, hein, de la créativité. Et j'étais hyper inspirée, hyper motivée pour faire ma propre version. Et dans la foulée, je suis allée dans ma boîte de laine à chaussettes qui était genre archi pleine. Je ne tricotais pas de chaussettes. Et
je fais plein de comparaisons parce que je voulais tricoter ça. Et je fais plein de comparaisons et tout. Et je me dis, il me manque un violet. Je vais à la Naï Tricot acheter un violet. La bonne vieille Jowl que je connais bien et que j'aime bien. J'aimerais bien tester de la Arouetta. Parce que j'en ai une que j'avais utilisée pour la chaussette cœur de Charlotte Stone. Mais chaussette cœur que j'ai ratée, donc je peux pas en dire plus. Et c'est vrai qu'elle a été bien rebondie, plus que la Jowl. Mais la Jowl, j'aime bien qu'elle soit aussi fine et bien définie. Mais en même temps, la Arouetta, je ne l'ai pas assez testée. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que je vais, en fait, à la Naï Tricot, il y a 2 bacs côte à côte, les bacs des concurrents, il y a la Jowl, la Arouetta, et en fait, les coloris, chaque fois, ceux que je cherche, ils me plaisent plus ceux de chez Jowl, quoi. Mais je persiste. Il y a une chaussette léopard que je veux faire et je vais prendre le noir. Le noir, il n'y a pas de meilleur noir, quoi. Donc, bah si on est puriste, il y a un meilleur noir quand même. Mais le noir de la Arouetta, c'est lui que je testerai. Et j'ai vu aussi une couleur un peu fauve qui va trop bien. Bref, affaire à suivre. On revient au truc. Donc, il me manquait. Je voulais absolument du violet. En plus, je crois que je l'avais acheté pour autre chose, en fait, ce violet. Et au final, c'est lui qui allait le mieux avec ça. Et donc, j'ai fait ma première bande de violet. Au début, je voulais pas faire la bande blanche. Après, je me suis dit, oh, mais non, mais c'était trop bien en fait de faire une autre bande de couleurs. J'ai re-regardé mes trucs et je me suis dit, le meilleur candidat. J'hésitais entre un jaune pâle très neutre à la Summerly. Mais finalement, ça a été ma Jowl Silk qui était juste à côté parce que je venais de finir mes chaussettes renard et qui a été mon élu. Et j'étais trop contente parce que ça, c'est vraiment un patron chaussettes à la vanille basique. Que je connais, quoi, enfin que je sais faire, et j'ai juste rajouté ce petit truc là, parce qu'elle fait ça, parfois elle fait des chaussettes avec de très grands bords-côtes, et où elle change de fil entre les deux. D'ailleurs, elle donne une astuce pour changer, pour qu'en fait, vous voyez, quand j'étire là, ça fait pas... si vous avez déjà changé de couleur sans faire une manipulation spéciale au milieu de vos côtes, vous savez qu'il y a des petits... ça peut faire des petits points d'une couleur au-dessus. En fait, on voit le haut de la maille de la couleur du bas entre les jambes de la maille de la couleur du dessus. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, je vous révèle ce grand secret, parce que c'est une chaîne anglophone, donc voilà, et c'est pas un patron payant, c'est un truc contenu gratuit, tout le monde parle pas anglais. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tricote un rang de mailles endroit. C'est-à-dire, quand on change de couleur, on fait son violet, on le termine, on fait son dernier rang de violet, on fait un rang de mailles endroit de la nouvelle couleur. Et donc ça permet vraiment que quand on tire, il n'y ait pas le petit point. Même si parfois il est sympa ce petit point, mais voilà, il faut que ce soit choisi et pas subi. Et aussi au début du rang qui est, je pense, là, oui, qui est là, vous voyez, il n'y a pas le petit bidule de ah, on a changé de couleur et ça fait un escalier. Parce qu'en fait, la technique qu'elle propose, mais j'avais vu d'autres gens en parler, c'est qu'en fait, au début de ton rang, tu prends une des jambes de la maille du dessous, tu la remontes sur ton... Donc du coup, une maille violette. Oui, c'est ça, la maille violette. Attends. Oui, la maille violette, c'est-à-dire que tu as fait ton rang blanc, enfin en tout cas moi blanc, ta nouvelle couleur, tu arrives, tu prends la jambe de la maille violette et tu la tricotes avec ta maille endroit blanche que tu as faite, enfin de ta nouvelle couleur, tu la tricotes ensemble et ça permet de cacher le truc. Est-ce que c'est la technique hélicoïdale? Je n'en sais rien puisque je ne connais pas la technique hélicoïdale. J'en ai entendu parler, Emma Tricolibri en parlait. Voilà, si c'est ça, dites-le moi. Ça m'évitera de chercher, ce serait très gentil. Et bref, donc tout ça pour dire que ben voilà, j'ai fait ça, voilà, qui est une recette de chaussettes à la vanille, et je me suis régalée à la faire. Au niveau des laines, là, peut-être c'est la question qui hante depuis le début que je vous l'ai montré, en quoi ai-je fait, quelle est cette laine fluo que d'ailleurs mon téléphone a du mal à vraiment rendre à la caméra. C'est la laine qui s'appelle littéralement fluo de Vava Tricot sur Instagram, et sa marque c'est Bubbles on the Farm. Les bulles à la ferme, et c'est une teinturière qui fait plein d'autres trucs. Je crois qu'elle fait chambre d'hôte, une production de moutons, etc. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et qui teint aussi de la laine. Et là, c'est sa base à chaussettes 85-15, je crois. Ou 60, je ne sais plus. Mais et en fait qui s'appelle Fluo, et c'était un kit à chaussettes donc où j'avais le mini qui allait avec, mais je l'ai désolidarisé. En fait c'était un mini qui était jaune fluo, qui était le jaune de ça, et en fait j'avais plutôt envie de faire un truc un peu plus contrasté, donc voilà. Et je suis très contente de cette laine. Vous voyez,
c'est dur à vous montrer, hein, avec là c'est peut-être je vous la mets comme dans l'ombre, voilà. J'essaie de créer une ombre. En fait, ça remplit bien la promesse de petits coups de stabilo, parce que d'ailleurs dans le mood board de la laine, il y a des petits coups de stabilo un peu partout. Là par contre, à quoi il ne faut pas vous attendre, c'est à avoir des chaussettes pareilles. Enfin, ou en tout cas, c'est un écheveau qui est peu homogène. C'est-à-dire qu'il change, il évolue. Au début, il est très rose, comme vous pouvez le voir. Et à la fin, il est de plus en plus jaune. Et en fait, vraiment, les couleurs alternent en fait un petit peu. C'est pas de l'autorayant, mais en fait, il y a une section qui sera plus verte, une section qui va être plus rose, plus jaune. Et là, par exemple, on le voit bien. Au début, très rose. Après, on le voit bien. Voilà. Hop, là on le voit bien, au début très rose, puis après rose et jaune, puis après jaune orange, rose orange, en fait vous voyez pas très bien, et à la fin tout jaune, et là je reprends et c'est essentiellement jaune. Donc voilà, moi je trouve que ça donne de la personnalité aux chaussettes, mais enfin chaque membre de la paire de chaussettes, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde, quoi. Donc voilà, sur ma petite chaussette à la vanille, là où j'en suis maintenant c'est à la deuxième, et je vais continuer à la tricoter pendant qu'on parle, je pense. Je suis encore une fois très contente de ça y est, de m'être lancée dans la démarche, le projet de Sock Project, justement, le projet chaussette. Donc pas le livre, mais juste le fait de faire un peu plus de chaussettes, parce que en fait c'est quand même super sympa, et on arrive à avoir rapidement. En fait, je comprends maintenant pourquoi les gens adorent les chaussettes, parce que en quelques jours, en fait, si t'es un peu, tu tricotes beaucoup. Parfois, moi, je sais pas vous, mais j'ai des obsessions où je vais tricoter, mais le matin, je me lève, je tricote un peu avant le café, je tricote un peu avant le boulot. Parfois, quand j'ai une réunion où je suis pas obligée de taper des trucs ou de montrer des choses, je tricote. Et le soir, avant de me coucher, le soir dans la télé, je tricote. Et je tricote pendant que les choses cuisent à la cuisine, avant de me coucher, où c'est un peu l'obsession. Là, en 2 jours, ta chaussette, elle est faite, hein. Quand t'es à ce niveau-là, tu avances vite, quoi. Et donc là, je comprends pourquoi tout le monde adore ça, parce qu'on peut se faire plaisir sur des trucs un peu foufou qu'on n'aurait pas osé se faire sur une pièce plus grande. Et là, sur un petit projet qui se termine vite, hop, on a le petit rush de dopamine du projet fini, de la nouveauté, et sans se plonger dans un projet à 600 mailles qu'à la fin on n'en peut plus, on a envie de jeter par la fenêtre. Non, 64 mailles, et c'est fini. Enfin, pour moi, ma taille de pied. Donc, et du coup, d'ailleurs, j'ai fait ces chaussettes à la vanille essentiellement pour tester mon hypothèse qu'en fait, il faut que je tricote 64 mailles en 2,5. La réponse est oui, mais peut-être 56 en fait, carrément. Toujours moins, quoi. Parce que si je vous l'essaye, alors, j'ai pas de blocage au niveau du passage du talon. Hop, je vous le positionne bien, par contre. Ah, voilà. Mais par contre, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'en fait, je pourrais avoir 8 mailles en moins. Par contre, je pense que je pourrais... Ouais, si, je pourrais avoir 8 mailles en moins. 8 mailles en moins. 8 mailles en moins. Pas dur à dire. C'est pas facile à dire, ça. Je pense. Ouais, carrément, je pourrais, je pense. Là, je suis en train d'essayer de pincer la laine et de me dire, voilà, là, si j'enlève une partie de la laine, ça me fait une chaussette comme ça qui tient bien sur la cheville. Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Prochaine chaussette à la vanille. C'est ça, mais par contre pour le jersey, le jacquard, c'est sûr que c'est pas ça, c'est 64. Voilà. Donc voilà, fin de l'affaire des chaussettes, sachant que vous allez en revoir un peu plus par ici, donc si vous êtes allergique aux chaussettes, désolé, moi j'aimais pas trop avant les chaussettes non plus, je me disais ah non, encore une chaussette dans le podcast, mais maintenant voilà, ça y est, je suis tombée dedans, et surtout je suis dans le Color Cuff Club de Summerly Knit, donc en fait c'est un concept intéressant, tiens, donc je vais vous en parler un petit peu. Le Color Cuff Club, ce qui veut dire le club de la tige colorée. En fait, le principe est rigolo. Si on paye 17 € une fois, et on a accès à ce club qui consiste sur 1 an, tous les mois, à recevoir Alors, en fait, il y a un patron de base qu'on reçoit au début, qui est la chaussette basique avec un talon renforcé à gousset. C'est-à-dire, c'est sa recette de chaussette préférée. Et ensuite, chaque mois, on va recevoir un add-on à partir de ce patron qui est chaque fois un peu différent. Ça va parfois être une grille de jacquard pour la tige. En fait, si c'est
c'est tout le temps color cuff, ça veut dire la tige en couleur, donc c'est tout le temps avec du jacquard, mais parfois il y a un petit peu, il y a des jacquards de style très différents, des jacquards très figuratifs en mode t'as une tige de fleurs, celui-là a été très populaire sur Instagram, peut-être vous l'avez déjà vu. Une tige de fleurs, après tu peux avoir une petite mosaïque, un espèce de tartan, enfin voilà, il y a plein de choses différentes qui vont se passer. Et en fait, ce qui est super sympa, c'est que la designer est très généreuse parce qu'au lieu de nous donner un truc par mois, en fait, il y a des mois où elle se fait un kiff, elle se dit ah mais j'adore, en fait, il y avait ça aussi que je voulais vous proposer, et puis dans la foulée j'ai encore fait ça, et en fait, t'en trouves généralement 2 par mois. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a fait août, il y en avait 2, septembre, il y en avait 1, octobre, il y en avait 2, et là, novembre, il n'y en a qu'un. Peut-être que c'est une alternance, ça va faire 1, 2, 1, 2. Peut-être que c'était écrit d'ailleurs. Moi, j'avais retenu 1, j'avais signé pour 1, et je suis trop contente du coup que ce soit 2. Donc voilà, trop bien. Donc, affaire à suivre. Ensuite, projet terminé. Alors ça va aller hyper vite. C'est ce headband. Alors, je vais pas rentrer les fils, il y en a beaucoup. C'est le headband Soizik de Along avec Anna. Donc c'est un patron gratuit et en fait je l'ai fait parce que je voulais, j'avais l'année dernière, non, au début de cette année, j'ai fait pour l'anniversaire de ma maman, je lui ai fait une scarf numéro 4 avec ce combo de laine qui est la Piopardo de je sais plus quelle marque. Aurora Piopardo, je sais plus. Donc de Aurora et non, de Rosarios 4 je crois, Rosarios. Et je vous dirai, de toute façon vous avez les références dans la barre. Et le mohair de Feliz y Punto. Et le combo des deux, mamma mia, c'était trop bien. Moi j'adore avoir un mohair un peu varié et un truc en dessous neutre. Ou l'inverse, et là en l'occurrence c'est l'inverse, c'est une base, la Piopardo c'est une marle, c'est une laine variée, mais en fait variée, on a tordu des fils de couleurs différentes ensemble. Et la couleur, moi j'ai décidé avec le mohair d'accentuer le vert mordoré un peu jaune. Et donc c'est la couleur du mohair qui est la couleur en espagnol, c'était Mososuno. Donc voilà. Et en fait il me restait de ce super mohair et de la Piopardo. Et du coup j'avais envie de les écouler, mais j'étais pas trop sûre du poids parce que moi j'ai pas une balance numérique. J'ai une balance de mécanique et qui marche par 20 grammes. Donc là j'avais moins de 20 grammes mais je ne savais pas combien. C'était un peu le mystère et je me suis dit ah bah ce patron ça va permettre de l'utiliser. Et figurez-vous que c'était une bonne pioche parce qu'il me reste ça de ce mohair. Donc parfait. Moi je me disais en fait je m'en fous si il y a, parce qu'en fait c'est le patron, donc il est gratuit, vous pouvez aller voir, c'est on fait du jersey double tout le long. Et en fait vous voyez, alors c'est mon affreux grafting ça, on fait un jersey double jusqu'ici, après on sépare en 3 brins, donc c'est 18 mailles, on fait 3 brins de 6, on en fait un en jersey double, jusque là, un deuxième, un troisième, etc. Après on les tresse tous ensemble et on vient refaire une bande de jersey double ici et on fait un grafting. Et moi je me suis dit le grafting du jersey double, parce qu'elle disait faites un grafting avec ce tutoriel. Et là en fait c'était un tutoriel de grafting comme pour les chaussettes. Et j'étais genre mais c'est du jersey double, ça va faire bizarre ça. Et en même temps, et en fait ce qu'il aurait fallu faire, je pense, c'est que le jersey double, en fait on tricote, du coup vous voyez en fait c'est un tissu qu'on peut séparer en fait. Il y a vraiment en fait on glisse des mailles à chaque fois. En fait une maille sur 2 on la tricote, une maille sur 2 on la glisse et après dans l'autre sens on refait la même chose et donc au final on tricote ça puis ça. Ça avance doucement mais le rendu est super beau. Enfin si on fait pas un grafting affreux comme ce que j'ai fait. Et donc tu peux pas grafter avec des mailles endroits quelque chose qui est à l'envers. Surtout qu'en plus là tu réaplatis les deux trucs qui sont séparés en deux, enfin qui sont dans 2 fils. Enfin vous avez compris, en deux bandes de tissu. Là tu les écartes, tu écartes chacune des bandes et tu tricotes toutes les mailles à plat en fait. Enfin tu les couds à plat en recréant des mailles à chaque fois. Et donc ça fait moche. Et si j'avais été puriste, ce que j'aurais dû faire, parce que j'ai trouvé une vidéo obscure de quelqu'un qui fait du grafting de jersey double pour une... Alors c'est incroyable, parce que c'est une théière qui est trop rigolote, qui est super kitsch, qui est super technique, et en fait elle fait un mode du grafting de jersey double, où elle sépare ses mailles sur 2 aiguilles, et après elle fait... Enfin 4 aiguilles en tout, parce que du coup c'est les 2 bandes, donc t'es comme ça, et en fait eux tu les graftes, et après eux tu les graftes. Et du coup c'est sans couture, enfin sans couture, ça se voit pas, mais...
Et flemme de faire un double grafting. Mais en fait, flemme et pas flemme, parce que là maintenant je vois ça, je me dis, oh, c'est pas terrible. Mais bon, après ça se voit pas, dans le sens où, bon, ce headband, je prévois pas de le mettre avec des cheveux attachés, parce que moi en plus j'ai des cheveux raides, très raides, et donc ça fait pas forcément un côté sauvage, sympa, quand je fais un chignon ou quoi. Déjà moi mes chignons, on dirait souvent un sumo, enfin un petit cochon de sumo, donc je fais pas trop de chignon. Et j'arrive pas à faire le chignon un peu fouillis, élégant, sans devoir me lancer dans une ingénierie capillaire de folie, quoi. Et donc, moi, ce que je prévois, c'est de le porter avec les cheveux détachés. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, sachant qu'il est... il est pas... Je vais y arriver à sortir tous mes cheveux. Donc, je prévois pas de le porter avec ça, avec les cheveux détachés, comme un petit serre-tête, quoi. Et la taille est super, je suis super contente. Elle guide extrêmement bien... Anna, la designer, elle guide extrêmement bien sur combien tes bandes doivent faire pour qu'à la fin, tu aies une tresse qui fasse ton tour de taille. Et je suis archi contente. Le seul truc qui me chiffonne un tout petit peu, c'est que je pensais pas que le mohair était autant poilu. Enfin, pourtant je l'ai tricoté, hein. Mais c'est-à-dire que je l'avais tricoté sur une petite scarf. Et j'avais pas mesuré. Et là, il y a vraiment 3 brins tressés les uns sur les autres. Et en fait, ça avait vraiment masse de mohair. Donc ça fait très velu. Et c'est pas forcément ce que j'aurais eu envie à côté de 2 cheveux. Surtout moi, j'ai les cheveux qui frisottent. Donc ça fait vraiment... Après, peut-être par contraste, on se dira, oh, mais quels cheveux lisses par rapport à ça. Mais c'était pas le style que je voulais. Mais honnêtement, c'est pas grave parce que la couleur est tellement jolie avec ce mohair que c'est pas grave. Au pire, je le rase un petit peu. Mais bon, je vais pas... J'ai toujours peur de raser du mohair. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'ai entendu des gens qui font ça, mais ça me fait un peu peur, quoi. Dites-moi si vous avez déjà fait et si ça s'est bien passé à la fin. Parce que parfois, j'ai des trucs en mohair qui boulochent. Et j'aimerais bien le... Mais j'ai peur après d'enlever le petit halo. Alors que là, ce serait volontaire d'enlever le halo. Mais bon, ça me ferait un peu mal au cœur quand même. C'était une jolie laine et tout. Donc voilà, je vais le porter comme ça. Donc voilà, super patron gratuit. Enfin, si vous aimez le style, bien sûr. Et par contre, seul petit inconvénient, c'est que il faut rentrer 6 fils à la fin. 7 fils à la fin. Ouais, parce qu'on a le fil du début, non, 8. Le fil du début, le fil de la fin. Et le début et la fin de chaque brin. Moins 1. Donc ça fait quand même du monde tout ça. Et pour un petit accessoire qui n'est même pas en jacquard, ça fait un peu la flemme. Donc voilà, mohair, mon reste est terminé. Et ma pioupardo, il me restait un écheveau, quasiment un écheveau, parce que j'avais genre tricoté 1 mètre pour finir la scarf. Tac. Parce que je voulais pas faire un petit bout dans une autre couleur. Et donc j'avais réacheté un écheveau en me disant, de toute façon j'adore cette couleur, c'est sûr que je vais en faire un truc. Donc voilà, j'ai fait un petit headband et là je vais peut-être un jacquard dans un pull, c'est super joli. J'ai vu Anna de l'année qui faisait un sample avec cette version mais bleu et orange et qui était trop sympa. Donc voilà, je me la garde. De toute façon, du jacquard, c'est pas quelque chose que je déteste, vous l'avez compris. Donc il le trouvera usage. Et vraiment, vous voyez, elle est trop sympa sa couleur. Verte comme ça, c'est le coloris 13. Lui, c'est bien, je le connais par cœur, genre il s'appelle Olive, je crois. Et il est très chaud en fait, c'est un vert chaud et j'adore les verts comme ça. Voilà. Je vois 37-38 minutes, en tout cas pour l'instant, juste de captation. Au montage, ça fera peut-être plus ou moins. Ce que j'ai fait d'autre, c'est la première fois que je refais un ouvrage. Le voici. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez absolument pas deviner ce que c'est, mais c'est le Field Sweater de Camille Avad. Le Field Sweater la semaine dernière. Peut-être la semaine dernière aussi, mais en tout cas l'année dernière. On en a beaucoup parlé, puisque Camille Avad, la designer, elle avait fait une campagne de pub sur Instagram qui était vraiment non-stop. Et comme en plus le modèle a plu, les gens repostèrent. Et donc en fait ça alimentait vraiment la machine, quoi. Donc moi dans les posts sponsorisés, j'avais tout le temps le Field Sweater. Et bon, de toute façon, la première fois que je l'ai vu, j'ai craqué sur le modèle. Et en plus, je l'avais fait pour ma grand-mère qui avait envie d'un petit pull. Elle adore le jardin, la nature, les trucs un peu romantiques et tout. Donc là, je me suis dit, ah, trop bien, je vais lui faire en blanc et rose. C'est-à-dire qu'on peut le faire en bicolore. Et je vais lui faire en blanc et rose. Au début, je l'avais acheté, au fait, le patron, je l'avais acheté pour moi. Et en fait, finalement, je me suis dit, je vais le faire pour ma grand-mère. En plus, ma grand-mère, donc déjà, ça c'est de la DK, du tricote en DK. Et en plus, ma grand-mère est toute petite. Elle fait 1m5.
1m50 pile. Elle aime qu'on dise qu'elle fait 1m50. On va dire entre nous qu'elle fait 1m50. Mais par contre, elle a fait en tour de poitrine 86, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment... donc là, c'était même pas dans le patron. Donc j'ai dû faire un truc en moins, avec une petite erreur d'ailleurs. Mais voilà, c'était... en tout cas, j'ai fait plus petit que prévu. Et ça lui allait bien. Donc c'est nickel. Et en blanc et rose, parce qu'on peut le faire en bicolore. Et là, moi, j'avais... Du coup, je l'avais pas fait pour moi. Et comme je venais de le faire l'hiver dernier, j'avais pas envie d'enchaîner. Enfin voilà, j'étais un peu... j'avais envie de faire d'autres choses. Et donc là, j'ai... Sauf qu'en plus l'année dernière, j'en mêle, il y a plusieurs fils là, de conversations qui se passent en même temps. Je me remets sur la réjouissance. La réjouissance, c'est yeah, là je suis trop motivée pour me le refaire à moi cette fois-ci, cette année. Surtout qu'en plus, il y a une période de temps qui s'est passée depuis l'année dernière parce que ce qui se passait, là on reprend le frustration de l'époque, c'était mes premières torsades en fait. Parce qu'en fait, c'est des torsades qu'on augmente, on crée des mailles, et en fait, après, on a les mêmes techniques que la torsade, c'est qu'on les met devant, les passe devant, derrière, etc. Puis après, on fait des diminutions de 3 mailles ou 5 mailles d'un coup parfois. On tricote en même temps, 5 mailles d'un coup, c'était horrible. Et le problème, c'est que sur les aiguilles, en fait, j'utilisais des aiguilles à torsade qui étaient un peu grosses. Et donc, à chaque fois, c'était vraiment douloureux d'arriver à faire ça quoi. Donc il y avait au maximum du yoke, alors qu'il n'était pas très grand parce que bah voilà, comme dit, pour 4, je sais plus combien de mailles j'avais fait quoi du coup, pour le petit tour de poitrine de ma grand-mère, et ben ça avait fait, c'était très long, je me rappelle, il y a certains rangs, il me fallait 1 heure pour les faire, mais parce que je m'étais compliqué la vie. Et là maintenant je me dis yeah, là je vais le faire et ça va être que du positif. Donc je le fais en quoi? Je le fais en plus, je suis contente, je le fais donc déjà en taille, je fais en taille 1 parce qu'en fait j'avais envie qu'il soit très classe, pas trop, j'ai d'autres habits comme vous voyez qui sont aisance positive plus, bien large etc, bien loose. Lui je le voulais un peu plus ajusté et donc il y a 2 cm d'aisance positive. Donc c'est la première taille, 94, moi je fais 92 de tour de poitrine. En moyenne, parce que ça fluctue de toute façon toujours. Et donc voilà, donc je l'ai fait en première taille. Je l'ai fait avec, je suis trop contente parce que c'est une laine peignée, parce que je sais pas si vous savez, il y a 2 manières de faire de la laine cardée, laine peignée. Laine cardée, c'est le cardage, vous voyez, c'est quand on les voit, les trucs industriels, enfin artisanaux, c'est avec les peignes, on fait comme ça là, je crois. Est-ce que je dis des conneries? Bon, je vais pas me lancer dans des trucs que je maîtrise pas bien, donc vous verrez. Christelle Elka, elle fait plein de vidéos sur la laine, le processus de la laine, etc. Donc voilà, vous pouvez aller voir ces trucs de filage, elles font tout depuis le début. Mais en tout cas, la laine cardée, pour vous dire le résultat fini, la laine cardée, c'est une laine où les fibres, elles n'ont pas été travaillées toutes dans le même sens les unes par rapport aux autres, et donc ça fait des laines qui sont assez gonflées et un peu irrégulières. La laine peignée, comme celle-ci, vous voyez, le fil, il est super régulier. Donc c'est toujours de la laine non super vache. C'est mes petits chouchous. Et là, c'est la Vovo, que j'avais hyper envie de tester, de Rest Rosario Rosa Pomar. Donc c'est la marque qui fait la Mondim aussi. Et en fait, la Vovo, en fait, ce qui s'est passé, c'est genre mercredi dernier. C'était mon jour off. Parce que je travaille, il y a un jour dans la semaine où je travaille pas. Et j'ai eu une envie de laine peignée. J'avais vu une vidéo, je me suis dit, ça a l'air trop bien et tout. J'ai regardé sur Lana et Tricot, j'ai vu, ah ouais, la Vovo, elle a l'air trop bien et tout et tout. Et en fait, dans le même temps, j'ai eu envie de me castonner le fil sweater. Et là, je regarde les épaisseurs de laine qu'il faut. La Vovo était parfaite pour ça. Et donc, je suis partie de chez moi vite et allée acheter quelques petites pelotes de Vovo qui avaient exactement... Au début, je voulais les faire un peu en roux, un peu automnal. Et puis, en fait, le roux était un peu trop jaune. C'est-à-dire que j'aurais fait un roux plus orangé. Là, c'était un roux, plutôt un ocre finalement. Alors que là, vous voyez... Ce rouge là, je l'aime trop. C'est un de mes chouchous. J'ai plein de rouge à lèvres un peu comme ça aussi en plus. Bah d'ailleurs, non, c'est pas le même. Mais j'aime bien ce petit rouge et j'en avais. Et j'ai pas d'habits comme ça, alors que j'aime bien. Donc évidemment, j'aurais pas 15 pulls en rouge, c'est pas trop mon truc non plus. Mais par contre, d'en avoir un adapté à certaines tenues et tout, trop bien. Et donc là, je suis hyper contente. Donc j'ai ça, c'est donc la Vovo en rouge foncé et le grenat quoi un petit peu. Et en fait, j'ai aussi pris cette lace, donc c'est la lace, mohair lace de Lange. Il s'appelle lace, je crois, pas de bêtises. Et voilà, et donc lui, il est rigolo ce mohair parce qu'il est 45% soie,
55% mohair. Donc il est très peu poilu. Je me suis dit, en fait je l'avais acheté pour autre chose. Je l'avais acheté pour me faire une scarf numéro 4. Que j'adore ce modèle, j'adore ce principe, le motif de la Sophie Scarf numéro 4. Je voulais m'en faire une avec une laine variée qui a des super variations de couleurs. C'est un rouge avec un peu de vert, de bleu, de orange, mais très c'est la Malabrigo en fait, le coloris Sagittarius. Je vous le montrerai quand je castonnerai le projet. Et en fait, je voulais le calmer un peu, mais pas l'invisibiliser, silencier cette laine variée. Donc j'ai choisi voilà, cette laine, cette lace là, qui est peu poilue, donc qui donne un peu de profondeur à la teinte de sa laine, mais sans non plus voilà, être trop présent, quoi. Et donc là, je me suis dit, mais pour les grains du fil de sweater, je trouvais que c'était bien le fil sweater qu'il y a un peu de moussant. Je sais pas comment j'aime bien appeler ça comme ça, un peu un côté nuageux, parce qu'il peut être très classe, quoi, comme patron. Donc j'avais envie qu'il ait ce côté classe et la profondeur apportée par le mohair, mais pas non plus que ça étouffe un peu les grains, quoi. Et donc, c'était parfait. Je pense, c'est parfait. Quand je vois le résultat sur les côtes, parce qu'en fait cette décision a été prise une fois que j'avais tricoté ce premier centimètre de côte. D'ailleurs, est-ce que vous voyez la caméra? Non, vous voyez pas. Et en fait, le premier centimètre, on le voit, en vrai on le voit, il est un peu plus palichon. Et c'est vraiment à partir de là que durant 4, que je me suis dit, ah mais non, mais je vais vraiment mettre du mohair. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je regrette pas ce choix parce que ça donne vachement plus de profondeur à la couleur. Et le résultat sera super. En me jetant des fleurs. Mais je l'ai déjà fait une fois, donc je sais à quoi ça ressemble à la fin. Et je vais faire un col replié. Parce que mon caston, il fait déjà... Alors là, c'est que sur le câble, même si je le mets comme ça. En fait, la manière dont j'ai castonné avec mes côtes, ça fait un peu chou-fleur, quoi. Ce qui est pas très beau, même au blocage, je pense que ça va pas être joli. Donc je vais faire un col replié, c'est mon col préféré. Donc voilà, ça demande un peu plus de temps. Je me dis, en fait, ça, j'ai pris ces décisions en cours de route. Et je me dis, si j'avais su, j'aurais pas mis le mohair sur la première partie. Mais voilà, je vais continuer comme ça. Et voilà, vous aurez plaisir à le voir avancer aussi, si le modèle, en tout cas, vous plaît également. Et bien maintenant, on peut parler des petits achats que j'ai fait en Angleterre. Et alors, j'en ai fait que enfin 3, vous allez voir. Première chose rigolote, c'est, peut-être vous l'avez vu chez Fil de Nuages, j'ai le I Need 7, le petit passeport, en fait qui est rigolo, c'est 7 magasins de laine indépendants en Angleterre qui ont créé un petit passeport. En fait c'est un petit concours pour t'inciter à aller visiter ces 7 magasins en Angleterre. Donc il y en a il y en a 2 à Londres, un à Bath, un à Plymouth Hill, je sais pas où c'est ça, un à Édimbourg, et un à Dublin et un à Richmond. Et moi je suis allée voir les 2 de Londres du coup, en fait, et on a 1 an pour aller voir les 7, non 2 ans, on a 2 ans pour aller voir ces 7 villes qui arrivent. Donc moi je suis allée à Wild and Woolly. Wild and Woolly, c'est un magasin qui est au nord de Londres, dans un quartier trop bien, avec plein de trucs hyper chouettes. Et enfin le Londres, c'est pas le Londres touristique, mais c'est le Londres où si je vais me dire où est-ce que j'irai vivre, je trouve que le nord et le sud c'est vraiment les meilleurs quartiers, quoi. Selon mon goût. En tout cas dans le grand Londres, hein, pas le cœur de Londres, mais le grand Londres, ce qu'il y a autour. Et donc là à Wild and Woolly, ce qui était super sympa, c'est que en fait elle a la même... Bon, je vous parle tout le temps, la Night Tricot, c'est un peu marre. Mais moi j'aime beaucoup ce magasin parce qu'en fait Anna a beaucoup de... Voilà, on aime les mêmes types de laine et donc elle va avoir des bases que moi j'adore à chaque fois, toutes les bases de Wool Dreamers, toutes les bases non superwash avec parfois même non teintes, avec des races de moutons un peu différentes et tout. Qu'on a mélangé, on aura une laine un peu rousse, un peu machin et tout. Moi j'adore ça. Donc moi je m'y retrouve complètement. Et à chaque fois que j'allais à l'étranger ou dans d'autres magasins, je me dis oh, ça manque quand même de laine rustique, non superwash, comme j'aime, tu vois. Et ben pas à Wild and Woolly, parce que Wild and Woolly c'est exactement le même mindset. Et il y avait il y avait quand même plein de laines en commun, c'est-à-dire les Wool Dreamers. Wool Dreamers, je sais pas vous, moi j'ai pas trop vu de magasins en France qui le revendent. Et ben à Londres, elle en revend. Il y a justement, et même les Breeds, la collection Breeds, qui est vraiment une collection
vraiment un peu d'amoureux de la laine et de différents types de races de moutons, etc., comme je vous parlais tout à l'heure, elle a la collection Breeze de Wool Dreamers. Elle a plein de... elle a plein de marques en fait de ce type-là. Elle a la Dererum Natura aussi, qui est dans le même esprit. Il y a plein de choses. Et du coup, moi j'ai découvert une marque allemande qui s'appelle Ovis, etc. Donc, comme j'allais pas au Knit, je me suis dit, je vais me faire plaisir un petit peu. Et donc là, j'ai pris donc marque Ovis, etc. C'est la base. Alors, c'est pas facile à lire. Igneae, comme vous voyez là. Igneae. Coloris Toffee. Donc là, c'est une laine fingering. C'est 60% laine, 20% rami, donc ça c'est de l'ortifilé je crois, et 20% silk. C'est 425 mètres au 100 grammes et les couleurs elles sont genre mamma mia. J'ai pris 2 écheveaux et en fait c'est un jaune avec des reflets roux avec des reflets verts. Très chaud, très beau, et moi avec ça je vais me faire... Alors je voulais une laine avec vachement de drapé, d'ailleurs vous voyez elle est toute molle, enfin toute molle, vachement soie. En fait c'est la soie je pense qui va rendre ça super bien. Et en fait c'est pour faire le Ito Fude de, je ne sais plus, une designer japonaise, mais Ito Fude apparemment c'était super famous il y a quelques années sur Ravelry. Moi je ne tricotais pas à l'époque donc je n'en sais rien, mais en tout cas je vais me le faire avec ça. Et d'ailleurs j'étais venue, je vous avais dit dans mon précédent podcast, j'étais venue avec vachement de discipline pour être prête pour mes achats. Donc j'avais plein de, quel que soit le coup de cœur, donc j'avais plein d'ouvrages dans plein de gammes d'épaisseurs de fil différents, et donc lui je voulais du fingering pour faire ça, et donc le voilà, et j'ai pris 2 écheveaux et ce sera nickel. Hop. Et alors là, la deuxième, ça je pense que c'est la laine la plus luxe que j'ai en fait, qui est genre super belle, super bien. Et en fait, là comme dit j'allais pas au Knit, donc je me suis dit je vais vraiment me faire plaisir avec des choses qu'on ne voit pas souvent. C'est la laine qui s'appelle Norn. Donc là vous voyez, il y a comme un thème de couleurs, mais j'ai pas choisi, hein, c'est vraiment le meilleur thème. Enfin c'est vraiment les plus belles couleurs que j'ai trouvées. C'est le Norn. Le Norn, est-ce que c'est une marque? Est-ce que c'est le nom de la marque ou c'est le nom de la base? C'est pas écrit. Mais alors là, c'est... Ah, la base, c'est... Non, c'est Norn, c'est la marque, je pense. Et la base, c'est Luxury Cloud. Donc, le nuage de luxe. C'est vrai que... Waouh. Hein, c'est vraiment un truc de folie. C'est 42 bébé alpaca, 35% silk, soie, et 13% mérino non superwash, et 10%, toujours plus, et 10% yak. Donc là, c'est vraiment un truc de zinzin, un petit peu. Et c'est 400 mètres au 50 grammes du lace. Et ce qui est intéressant déjà, c'est que donc, les couleurs, vous voyez, c'est un peu le même style. Mais alors, c'est pas là, c'est plus vert, et ça fait tout fade à côté. Et même, alors qu'en fait, elle, on la voit toute seule, je me dis, waouh, trop bien. Mais je mets elle à côté et je me dis, mais elle est vraiment juste, c'est un délire quoi, tellement elle est jolie. Et là, vous voyez, donc le fil est vachement doré, il y a encore du vert, du jaune, voilà, un petit peu de marron aussi, enfin de café, un café chaud. Et vraiment, c'est une base, mais de dingue. Et là, je pourrais, je pense que c'était ma base de... Je pourrais la mettre sous verre pour pouvoir l'observer comme ça. Elle est vraiment super. Je me suis pris 3 écheveaux de ça. Et moi, je voulais me faire avec le Queens de Irene Lynn. Qui est dans le Laine Magazine de cet été, le numéro 21, si je crois, ou 20. Le rose là, avec une blonde avec un carré sur la couverture, et qui est super ce numéro, que des beaux modèles. Et j'avais acheté au chat qui tricote au mois de mai. Il est dans le podcast, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, je voulais ce Quincy, je voulais me le faire en jaune. Et voilà, et j'ai trouvé la base fine qui ira avec. Et en termes de définition, je pense que ça devrait le faire. Parce que j'ai vu des gens qui utilisaient des choses un peu équivalentes, genre 42, baby alpaca, etc. Des trucs un peu présents comme ça. Donc voilà, donc je vais voir si je peux l'essayer avec ça. Mais voilà, c'était mes 2 achats. J'ai finalement pas acheté de petits trucs, etc. à droite, à gauche et tout. J'ai vraiment acheté que des écheveaux, mais des beaux écheveaux, donc je suis hyper contente. Donc Ovis, etc. Une teinturière allemande et des laines de où ça ils disent Gots d'Amérique du Sud. Et là, ça c'est, je crois, d'Europe de l'Est. J'ai pas de conneries les laines. Mais en tout cas, voilà, je sais plus. Vous regardez. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que le coloris, c'est
Gullinworth. Et en fait, c'est un... En fait, apparemment, cette Norne, c'est une collaboration de deux teinturières, en fait, je crois. Et derrière, il y a toujours un nom, là. Enfin, derrière ce nom, en fait, il y a un truc de la mythologie nordique. Ah oui, c'est ça. C'est une Scandinave expatriée en Angleterre. C'est la dame du magasin qui me l'a dit. La dame du magasin. Bien que j'ai 6 ans. La dame, elle m'a dit que c'était ça. Voilà. Et c'était très bien. Et vraiment, donc, ah oui, je vous ai pas dit. Donc, Wild and Woolly, c'est pour... Je les ai achetés là-bas. Et l'autre, celui-là, c'est pas Wild and Woolly, c'est Knit with Attitude. Knit with Attitude, c'était encore un peu dans le nord de Londres, mais un peu moins. C'est vers, c'était, celui-là. Et celui-là était vraiment aussi très très fun comme truc. Ils avaient plein de super beaux accessoires en cuir. Mais bon, comme moi j'étais déjà en train de craquer le budget avec ça, j'ai pas rempli avec d'autres choses. C'était déjà bien suffisant. Mais voilà, il y avait vraiment 2 magasins super. Si vous allez à Londres, un coup d'Eurostar et hop, vous avez des super magasins de laine à porter. Bon, faut prendre le bus parce que c'est pas non plus dans le centre de Londres. Faut aller un peu dans le nord, quoi, se faire quelques dizaines de minutes de bus, mais c'était vraiment ça allait valer, quoi. Puis autour, il y avait des trucs à faire, des restos sympas et tout, donc c'était pas perdu. Alors, maintenant, on va parler d'un challenge que je trouve trop sympa et que Clément, Monsieur Knitting, a lancé sur sa chaîne. Et on parle aussi sur Instagram et tout. C'est le challenge tire-laine. Alors, déjà, le challenge tire-laine, c'est quoi? C'est, en gros, c'est inspiré d'un concept anglo-saxon, où j'ai quand même oublié le nom. Et où en fait, ce qui se passe, c'est on met de l'argent de côté au fur et à mesure qu'on va tricoter. Donc les mécaniques, c'est quoi? C'est, par exemple, on va castonner un nouvel ouvrage, on va mettre 2 € de côté, par exemple, dans un bocal. On va avoir commencé une nouvelle pelote, on va mettre 1 € de côté dans le bocal. Et après, voilà, on finit un reste, 0,5 centimes et tout et tout. Lui, il a fait une proposition de différents montants associés à différents événements, on va dire, liés au projet qu'on tricote. Et moi, j'ai trouvé ça trop bien parce que, je sais pas vous, parfois, mais moi, ça fait quelques mois que j'ai plein de projets, plein d'idées, etc. J'achète la laine et factuellement, j'ai juste pas le temps de faire, enfin pas le temps. Je prends du temps pour tricoter, mais j'ai 5 projets en parallèle, je tricote, je sais pas, 2 heures par jour. Je peux pas étendre plus ça, quoi. Et donc, j'achète beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que ce que je suis capable de tricoter. Et donc moi, ce que j'ai bien aimé dans ce challenge, en tout cas moi, l'effet que ça m'a fait, c'est pas forcément pour me dire ah je dépense trop pour la laine, etc. Mais c'est juste un peu en mode gamification, quoi, rendre ça plus ludique, de me dire ok là c'est bien Svetlana, tu es bien en train d'utiliser ce que tu as déjà. Et donc là moi je le fais en version papier parce que moi j'ai pas de monnaie, j'utilise quasiment pas la monnaie. À part pour un monsieur au marché, mais sinon jamais de monnaie. Et en fait, voilà, on note un petit peu différents trucs. Et moi, ce que je fais, du coup, c'est que je fais, bon, le caston, je m'autorise à me rémunérer de 2 € par caston, mais par contre, c'est pas quand je commence une pelote. Parce que là, si j'avais 2 € à chaque fois que je commençais une pelote, ben moi je pourrais me creuser une piscine avec ça. Mais en fait, non, c'est quand je termine une pelote. Parce que ça, c'est un autre sujet. Donc quand je termine une pelote, moi j'ai changé ce truc-là, c'est 1 € que je mets dans la liste quand je termine une pelote. Et pour l'instant, et aussi on a encore 2 € quand on termine un projet. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super bien pour déjà aussi si on a envie de dimensionner ses dépenses à sa passion, c'est-à-dire d'acheter. Tu vois, là, en fait, c'est un peu plus tu tricotes, plus tu te dis bah j'adore ça et j'y passe du temps, donc plus je peux dépenser. Si on est dans cette optique-là, même s'il n'y a pas de, j'aime pas trop la moralisation autour de ce sujet. En fait, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Enfin, c'est vraiment chacun son problème, on va dire ça à ce niveau-là, et fait ce qu'il a envie. Mais par contre, en tout cas pour moi, j'ai trouvé que ce qui était vachement bien, c'était de vraiment aller réinvestir, mais de vraiment comptabiliser. J'ai pas envie de faire les 1024 grammes challenge, je sais plus quoi, où en fait tu pèses ta laine à chaque fois. Déjà parce que je le dis parce que j'ai une balance mécanique, donc là c'est pas du tout motivant de faire que des paquets de 20 grammes à chaque fois. Mais pour avoir vraiment une manière de traquer un petit peu ça et de me dire par exemple le knitted de l'année prochaine ou un autre salon ou un autre truc,
voilà, j'ai pas vraiment, moi je suis pas du tout du genre à culpabiliser parce que j'achète quelque chose, parce que je suis pas non plus, je suis pas un stash délire, hein, il tient dans 2 caisses de cette taille-là, donc ça va. Mais quand même depuis avril, j'ai acheté beaucoup de trucs que j'ai pas tricoté, donc je me dis, et ça je regrette, mais je me dis j'aimerais bien plus les tricoter et ça permet d'y penser, quoi. Donc voilà, le tire-laine, je vous partage le concept si jamais ça vous dit aussi de participer. La vidéo aussi de Clément où lui raconte comment il a envie de le faire, etc. Et après, vous avez aussi sur Instagram des infos sur si vous voulez la petite grille que lui il utilise pour se dire, ah tiens, avec les prix que lui s'est fixé, enfin c'est pas les prix mais les récompenses qu'il s'est fixé et qu'il met de côté associées à chaque truc, voilà, il y a ça. Moi j'ai la même que lui à peu près, sauf que c'est pas la laine, la pelote commencée, mais la pelote terminée. Bon, on arrive au concours. Le concours. Si vous avez sauté toute la vidéo pour arriver au concours, vous êtes complètement pardonné, c'est normal. J'ai conscience que c'est un peu l'effet que ça peut faire parfois. Donc, le concours, ce que je vous propose de faire, c'est de gagner, en fait, le livre adapter un patron de tricot à sa morphologie, à son style, de Mylène de Folie Ordinaire. Alors, est-ce que je suis devenue une star de l'influence tricot? Pas du tout. Les marques ne m'envoient pas encore, peut-être un jour, me voient pas encore de livres de loisirs créatifs gratuitement pour que j'en parle dans mon podcast. Mais c'est bien dommage, hein, parce que moi j'adore. Hein, donc heureusement qu'on a une prime culture au boulot, comme ça me permet de la mettre dans les livres de loisirs créatifs. Mais sinon, moi c'est mon propre travail qui sponsorise ma passion. Mais voilà, non, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai obtenu par mes propres moyens. Parce qu'en fait, en octobre, c'était mon anniversaire. Et j'ai fait une petite liste de différentes choses dans différents domaines qui me font plaisir, le tricot, la course à pied, la cuisine et tout. Et il y avait différentes choses. Et j'ai mis le livre adapté, le livre de Mylène Folie Ordinaire, parce que Louise Gentil-Aiguille m'a dit « T'as vu, il y a ça qui sort et tout, c'est trop bien !» J'étais en mode « Mais oui, trop cool !» Et donc je l'avais mis direct dans ma wishlist. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes, il y a eu ma mère et mon compagnon qui ont voulu m'offrir le même chose. Et donc, je me retrouve avec deux livres. Et bien que j'adore ce livre et j'adore cette créatrice, avoir en double, je me dis c'est dommage, puisqu'en plus je vais pas le revendre vu que c'est un cadeau comme ça qu'on vient de m'offrir, donc je vais pas le revendre. Et au contraire, je me suis dit autant, le podcast c'est aussi du partage, c'est vraiment partager mes avis, mes trucs, ce qui me fait plaisir en ce moment, vous lire et tout. Et je me suis dit, ce serait sympa de vous le faire gagner, si ça vous dit, en tout cas, si vous avez envie de participer. Donc, la règle du concours, elle est ultra simple. C'est, vous allez c'est le classique. C'est, il faut que vous ayez liké cette vidéo, mis un commentaire et abonné à la chaîne. Et après, moi, je ferai un petit tirage au sort pour aller récupérer le nom du ou de la gagnante. Et je lui enverrai par Mondial Relais, par la poste, par la méthode qui lui convient, pour lui faire parvenir ce livre-là pour toujours plus de hacks, tricot et modifications, parce que c'est quand même ça qu'on aime. Donc voilà. Je vais vous le présenter un petit peu quand même, donc je vais pas faire une présentation détaillée, mais en fait il y a donc morphologie et son style. En fait, il y a Mylène, elle aborde vraiment les deux parties dans le sommaire que vous voyez ici. Et donc, vous avez différentes choses. Par exemple, là, en ce moment, je vais faire modifier le style, l'encolure, par exemple. Hop. Typiquement, vous avez envie... Attends, je suis dans quelle partie? Je suis dans la partie style. Ouais, je suis dans la partie style. Dans la partie style, par exemple, hop, elle va vous dire l'encolure raglan, qu'est-ce que c'est? Hop. Ensuite, elle va vous donner des techniques pour faire des produits en croix, c'est pas un grand secret les produits en croix quand même, mais pour faire recalculer, bien espacer les différentes choses selon le rythme de ce qu'on a envie de faire, que ce soit l'encolure du yoke plus ou moins échancré, plus ou moins, attends, il y a quoi, c'est plus ou moins échancré effectivement. L'adapter aussi selon son échantillon par rapport à la laine qu'on utilise et tout. Et elle explique par exemple aussi les différentes techniques, pas techniques, mais
voilà, différentes recettes en fait qu'il y a derrière les différents types de manches, types de col, types de quoi d'autre, de corps aussi évidemment, bah, voilà, ce qui manquait, le corps. Et voilà, donc c'était, moi je le trouve très sympa, bien fait et intéressant, surtout en français, parce que c'est toujours ça qui peut manquer un peu, c'est que souvent il y a des très bons livres de designers américaines, anglaises, sur la customisation vraiment super fine, etc. etc. Mais en français, il y a moins de ressources qui sont vraiment dédiées à la substitution, quel calcul tu fais, où vraiment on te prend par la main à chaque étape pour te dire bah voilà comment tu vas faire tout ça. Sachant qu'en plus Mylène elle nous propose un modèle qui est son patron, voilà, qu'elle appelle le patron de base. Hop, est-ce qu'elle a mis un nom? Voilà, c'est le modèle d'Orny. Hop, le modèle d'Orny, je vais vous... Hop, c'est vraiment le patron dont on est le designer, où en fait c'est un canevas qu'on va pouvoir modifier, on va pouvoir choisir le col qu'on veut, les manches qu'on veut, le corps qu'on veut, etc., etc. Et elle va nous accompagner à chaque fois sur comment on peut faire à chaque étape pour avoir quelque chose qui nous convienne, quoi. On veut un col cheminé, comment on le fait, combien de mailles, etc., etc. Juste pour mettre en pratique un petit peu sur un patron simple, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, quoi. Enfin tout à l'heure, précédemment dans le livre, quoi. Donc voilà, le livre adapté un patron de tricot à son style et sa morphologie de Mylène Folie Ordinaire. Pour participer, je rappelle, c'est vraiment super simple, c'est comme les mêmes concours de tout le monde à chaque fois, c'est s'abonner à la chaîne, liker, mettre un petit commentaire. Et moi je ferai un tirage au sort et après on se communique avec le gagnant, la gagnante en privé pour ben voilà, pouvoir s'organiser pour vous faire parvenir tout ça dans un moyen de votre choix. Le concours, par contre, il est restreint aux personnes en France pour des raisons très pragmatiques. Bah, je vais payer moi-même l'envoi et les frais à l'étranger, par exemple outre-Atlantique ou quoi, ça peut vite être le délire. Donc on va rester simple. Et donc là, France métropolitaine pour les participants et participantes qui auraient envie d'adapter des patrons de tricot à leur style et à leur morphologie avec Mylène. Voilà, j'espère que ce concours vous plaira. C'était vraiment voilà, l'occasion qu'a fait le larron. Merci finalement les personnes qui m'ont offert des cadeaux d'avoir voilà, d'avoir bossé en double. Et donc voilà, il y en a un qui sera pour vous et j'ai hâte de vous le faire parvenir. Voilà, je pense que la date, pour vous donner quand même une date, la date du tirage au sort, je la ferai, je pense, d'ici 2 semaines. On est là, on est le 9. Je ferai quelque chose comme aux alentours du 20, quelque chose comme ça. Voilà. Je vous laisse du coup d'ici là, je vous souhaite un super bon tricot, plein de bonnes choses aussi dans votre vie, voilà, en général. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode, je pense en décembre. Allez, à bientôt!